va changer de sujet. Je vais peut-être remercier Christian Flech et Franck Delvaux qui étaient avec nous ce soir. Et on va parler de dossier important aussi, c'est l'Iran. L'Iran, 13e jour de contestation, la contestation contre les mollahs qui s'étend à travers le pays. Et de son côté, vous le savez, Donald Trump a de nouveau menacé hier soir de frapper très fort si les autorités commençaient à tuer des gens. C'est Régine Delfour qui nous explique tout cela. Dans les rues de Téhéran, un slogan se fait désormais entendre. Mort au dictateur. Face à la contestation grandissante, l'ayatollah Ali Khamenei, dans un discours télévisé, a averti les manifestants de représailles. La République islamique a été fondée sur le sang de plusieurs centaines de milliers de personnes honorables et ne reculera pas face à ceux qui se livrent à la destruction, ni ne tolérera les mercenaires au service des puissances étrangères. Le guide suprême a également qualifié Donald Trump d'arrogant dirigeant américain et lui a annoncé qu'il serait bientôt renversé. Des propos en réponse à la menace du président américain hier. Je leur ai fait savoir que s'ils commençaient à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, ils ont beaucoup d'émeutes. S'ils le font, nous les frapperons très fort. Malgré la coupure d'Internet dans tout le pays hier soir, les Iraniens ont manifesté en nombre pendant la nuit. Le prince Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, en exil aux États-Unis, a une nouvelle fois demandé au peuple iranien de maintenir la pression pour faire tomber le régime des mollahs. Voilà, et pour évoquer la situation en Iran, j'accueille avec beaucoup de plaisir ce soir sur Europe 1 et sur CNews Sarah Doraghi, journaliste. Soyez là, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Delval, géopolitologue, et j'en profite également pour parler et montrer votre livre. Je le dis également aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. Merci d'être avec nous. Je commence avec vous, Sarah Doraghi. Est-ce que les choses peuvent enfin bouger en Iran? C'est sûr. Pardonnez cet optimisme un peu... Oui, parce qu'on n'est pas habitué à cela, mais pour le moment... non, mais c'est sûr que ça va changer. Après, c'est vraiment une question de jours, de semaines peut-être, de mois. Peut-être, mais en tout cas c'est sûr. Et on en parlait justement là dans les coulisses, on se disait mais oui, mais il y a des gens qui disent oui mais ça n'a pas marché, ils ont essayé telle année, et puis en 2019 et puis en 2022 et ça n'a pas marché. C'est pas vrai, ça a marché. Ça a toujours été escalier par escalier, mais on est en train d'y arriver. Et on n'a jamais été aussi proche de la chute de ce régime. Maintenant, on a besoin d'être entendu et d'être aidé. Voilà. Alexandre Delval. Vous partagez le même optimisme ce soir? Alors, je ne le partageais pas avant de rencontrer madame, tout à fait. Mais la discussion d'avant-plateau fait que vous changez d'avis. Mais c'est vrai que si on regarde les écrits de Gene Sharp, vous savez, c'est l'homme qui a été à l'origine des révolutions du printemps arabe, il dit que la force d'une révolution, c'est d'utiliser la force du régime, le forcer, le contraindre à faire des erreurs. Et une fois que la population est frappée, eh bien, l'armée iranienne, je parle sous votre contrôle, qui n'est pas les Pasdaran, l'armée iranienne va-t-elle frapper sur son cousin, son frère, son voisin, sa fille? Ça va être très compliqué. Donc effectivement, pour la première fois, c'est comme pour Bachar al-Assad et la Syrie, je commence à penser que c'est possible. Pendant longtemps, c'était très difficile, il n'y avait pas les conditions réunies, mais c'est vrai que comme pour Bachar al-Assad aussi, première fois ça ne marche pas, depuis les années 80. La famille Bachar était menacée par des révoltes différentes, mais ça a fini par marcher en différé, 11 ans à peu près après l'opération américaine Timber Sycamore, qui devait financer des groupes armés pour renverser. Donc parfois ça arrive, mais en différé. Et c'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure. Et j'avoue que j'ai achevé d'être convaincu en parlant avec madame. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela, et on sait et on connaît les liens très forts entre l'Iran et le Venezuela, entre le régime et entre le régime, évidemment. Et votre précision est plus qu'utile. Vous dites que potentiellement, il peut y avoir un effet domino quand on voit les menaces de Donald Trump, si jamais il y a le gouvernement iranien frappé fort, ce qui est déjà le cas en l'occurrence. Hein. Oui, de toute façon, je vais vous dire, les Iraniens ont vu ce qui s'est passé avec Maduro et ça leur a donné un peu plus de cran encore pour descendre dans la rue. Parce que, oui, et de descendre, vraiment d'audace
et encore un peu plus de courage, comme si ça suffisait pas déjà le courage qu'ils avaient, mais ils en ont eu un peu plus. Pourquoi? Parce que ce que j'expliquais, c'est qu'on dit en Iran que les mollahs ont 7 vies. Ils en ont déjà utilisé 6, il en reste une. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont plus rien à négocier. Ils ont été tellement affaiblis pendant la guerre des 12 jours par les attaques d'Israël et des États-Unis que là, ils ne peuvent pas revenir en disant oui, mais attention, on va peut-être avoir le nucléaire. Venez, on rediscute. On discute de quoi? On ne discute plus. Là, on ne discute plus. Là, on a besoin de regarder ce qui se passe et d'aider. Et je remercie d'ailleurs vraiment Europe 1 et CNews de donner la parole aux Iraniens et pour qu'on puisse expliquer ce qui se passe et de dire ce que le peuple veut, ce que le peuple dit. C'est l'appel pour que le Shah Reza Pahlavi revienne. Je ne suis pas particulièrement royaliste, j'entends les gens. Si la voix du peuple compte, le peuple demande Reza Pahlavi. Alexandre Delval, est-ce qu'on peut imaginer potentiellement une intervention conjointe des États-Unis et avec un effet domino avec d'Israël également? Pour moi, ce serait une erreur trop tôt. Il faut que le peuple iranien se libère par lui-même. Je pense que si M. Trump et surtout les Israéliens sont trop pressés d'intervenir, ça peut créer un phénomène de réaction. Mais pour l'instant, d'ailleurs, Trump n'est pas quelqu'un du régime change. Vous avez vu au Venezuela, on a capturé quelqu'un, puis on dit qu'on a réussi. Il n'y a pas eu de régime change. Je ne pense pas que ce soit la tendance de M. Trump, sauf, il a prévenu, s'il y a trop de répression, il risque d'avoir une légitimité pour intervenir. Il faudrait attendre qu'il y ait une légitimité pour intervenir, mais aujourd'hui, à mon avis, ce serait contre-productif. Et les Iraniens, je pense que cette fois-ci, ils peuvent se libérer par eux-mêmes. Il suffit de voyager dans la région. Vous allez dans toute la région, la société la plus désislamisée au sens politique du terme, c'est l'Iran. Vous allez en Turquie, on construit une mosquée à chaque mètre carré, j'exagère à peine. C'est le pays où on a le plus construit. Alors, l'islam n'est pas forcément, bien sûr, politiquement totalitaire, hein, mais c'est le pays qui est le plus désislamisé dans la société. Pourquoi? Parce qu'il a goûté en premier la formule issue des frères musulmans. D'ailleurs, c'est pas connu. C'est un islam chiite en Iran, mais Khomeini a été influencé par les frères musulmans et par une hérésie septimanienne du schisme ismaélien. Il est doublement hérétique. La théorie du Velayet Fakir a été condamnée par les autorités chiites historiques vous savez, en Irak, parce que les lieux saints du schisme sont en Irak. Donc je pense que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que le peuple lui-même se libère de ce régime qui ne représente absolument pas ni le schisme traditionnel qui a toujours cohabité avec le Shah. Hein. Le Shah avait le pouvoir politique, le roi des rois, et le schisme avait le pouvoir religieux, un peu comme dans le christianisme. Il y avait une séparation, la théorie des deux glaives. Ce régime a été contre toute tradition historique iranienne. Il a voulu persécuter aussi l'histoire iranienne, les prénoms iraniens, la poésie iranienne. Et je pense que ce peuple est le peuple qui en a le plus marre de la formule de l'islam politique révolutionnaire. Parce qu'il y a l'islam politique conservateur et l'islam politique révolutionnaire incarné par l'Iran. Je fais tourner la parole ce soir sur CNews et sur Europe 1. Olivier Ben Kimoun. Parce que, effectivement, peut-être que depuis 47 ans, il n'y a pas eu, en fait, la possibilité n'a pas été pensée, en tout cas la possibilité d'une transition politique. Aujourd'hui arrive peut-être l'idée que quelqu'un pourrait incarner, et vous, Sarah en parlait il y a un instant, le fils du Shah pourrait être celui-ci. Il a rendez-vous avec Donald Trump lundi. Il y a quelques minutes, il a lancé un appel en direction de Donald Trump, mais c'est pas laissez-nous faire, on va tout renverser. Intervenez, Monsieur le Président, intervenez. Et ça, je ne sais pas effectivement si c'est possible, si c'est dans l'idée de Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections de mi-mandat qui arrivent dans quelques mois. D'ailleurs, il y a des élections en Israël pour Benjamin Netanyahu qui auront lieu en octobre ou en novembre 2026. Il y en a aussi donc pour Donald Trump. Est-ce que aujourd'hui il y a une possibilité d'intervenir? Quand se fera le point de bascule? Il y a des morts. Ce soir, les organisations non gouvernementales annoncent au moins une 50aine de morts depuis le début de ce mouvement. En tout cas, c'est un mouvement qui n'est pas simplement un problème économique, comme l'a dit LFI, absolument hallucinant. Hein. On trompe toujours sur les vieux travers. Mais la France a un rapport. Sans surprise, non, mais la France a quand même un rapport avec l'Iran particulier. En 79, Valéry Giscard d'Estaing quand même permet l'installation aujourd'hui des radicaux, des fous qui sont aujourd'hui des mollahs. D'ailleurs, il y a des hauts militaires qui veulent absolument s'installer en France. Ils ont déjà fait la demande discrètement pour venir fuir l'Iran et venir s'installer en France. Je dis simplement,
c'est arrivé en 79. Parfois, dans les soirées mondaines, Giscard d'Estaing tombait sur Farah Pahlavi en disant « Pardon, désolé, on y a cru, on a cru que c'était l'homme du peuple, c'est pour ça on s'est trompé. » On se trompe une fois, la deuxième fois, c'est pas une erreur, une deuxième fois, c'est un engagement. Donc j'espère, parce que je suis aussi franco-iranienne, j'espère que la France ne fera pas la même erreur. Deuxième erreur, qui serait pour moi, voilà, ça ne s'appellerait plus une erreur, il faudrait trouver un autre nom. Laetitia Guinan et Louis de Ragnel juste après. Mais ils ont, les Américains, les premiers, ont lâché justement et ont soutenu Khomeini parce que justement le Shah était beaucoup trop indépendantiste à leur goût. Enfin, je veux dire, ils nationalisaient trop et voilà, ils avaient peur de perdre leurs intérêts. Je pense que les Américains peuvent intervenir s'il y a l'homme de la situation. Là, effectivement, c'est une révolte aussi économique, mais c'est aussi des conditions pour que la révolte existe, c'est qu'elle soit économique et justement qu'il y ait un ras-le-bol. Les révoltes se font aussi pour ça. Et ce qui manque encore, c'est que une partie de l'armée bascule. Et de trouver justement une force de transition, et notamment sécuritaire, qui pourrait être accompagnée à ce moment-là par les Américains, comme ça a été le cas en Syrie, c'est-à-dire à bombarder stratégiquement des ennemis éventuels de justement cette contre-révolution qui sera en route. Israël, pareil, parce qu'il faut que effectivement les Iraniens se libèrent par eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait une condition. Est-ce que c'est maintenant? À chaque fois, vous avez tout à fait raison, on franchit un palier. La gronde augmente, et les forces, en fait, contre le régime s'additionnent de telle sorte aussi, mais il manque encore effectivement les personnes du renversement, parce qu'il y a quand même une partie des Iraniens, et même des Iraniens à Téhéran, des bourgeois, qui ont quand même très très peur en fait que la révolution amène des moudjahidines. Enfin, finalement, les Pasdaran, on les connaît, ça pourrait être pire. Et il faut avoir cette... Ils ne représentent plus rien. Alors, non, mais alors... Ils ne représentent merci d'en parler, parce que... Sarah Doraghi. S'il y a une chose qui est terrible pour les Iraniens, c'est-à-dire inimaginable, pire que le régime islamique, et Dieu sait qu'il faut y aller, c'est les moudjahidines. Ouais. Ils ne supportent pas les moudjahidines. Pour eux, c'est la trahison, les traîtres absolus. Donc on ne va pas remplacer des islamistes par des islamo-marxistes. Voilà. Par contre, la minorité azérie, il y a une question, je fais très vite, la minorité azérie, elle ne supporte pas le Shah, le fils du Shah Pahlavi, parce qu'elle est pour les Kadjars. L'Iran a toujours été influencé aussi par des familles d'origine azérie, c'est très mêlé. Et apparemment, les Azéris, c'est 24% de la population, ce qui est une grosse masse. Et ils ne veulent absolument pas entendre parler du retour du Shah d'Iran. Mais le fils du Shah a eu l'intelligence de ne pas se proposer comme futur monarque, juste co-alisateur. Il faut avoir le Al-Shara iranien qui va conduire cette révolution et agréger avec lui. C'est pas forcément la meilleure référence, Al-Shara ancien genre modéré. Je fais une comparaison qui est audible puisqu'elle vient de se produire et qui pourrait être soutenue effectivement par les Américains, voire par Israël, qui viendra en force de soutien extérieur. Et Louis de Ragnel, est-ce que vous partagez l'optimisme de notre consort Sarah Doraghi, le nouvel optimisme d'Alexandre Delval, puisque ce nouvel optimisme a pris corps juste avant cette émission? Louis de Ragnel. Alors, je ne sais pas si je suis optimiste ou pas, parce que je partage ce que disait Alexandre Delval tout à l'heure sur le fait que pour l'instant c'est trop tôt pour savoir s'il faut une aide étrangère ou pas. Pour l'instant, moi, ce que j'observe et que je trouve très intéressant, moi, c'est la première fois par rapport aux précédents mouvements de contestation qu'il y a autant de fois le nom de Reza Pahlavi qui est scandé, le fils du Shah d'Iran. Et ça, je trouve que c'est une vraie nouveauté parce que jusqu'à il y a quelques années, le Shah d'Iran était... je ne dis pas contester, mais la légitimité du fils du Shah, pour incarner un successeur à ce régime-là, il n'y avait pas forcément un consensus. Et là, ça vient de la rue, ça vient du peuple iranien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le deuxième élément, c'est, et vous l'avez aussi un peu dit, les moudjahidines, on n'entend quasiment plus parler. Alors que lors des précédentes manifestations, mouvements de contestation, eh bien, on voyait des oppositions qui étaient, au régime en place, qui étaient assez divisées en réalité. Là, on entend une sorte de voix unanime. Alors là où je relativise et je nuance un tout petit peu ce que je dis, c'est que ce que je dis, c'est à travers des éléments très fragiles, des bribes qu'on réussit à récréer parce que Internet a été coupé. Alors vous avez... Alors ça fait 24 heures qu'Internet est coupé. Oui. Donc c'est dit, voilà, il y a des capteurs dont on dispose sur place, on a des répercussions de ce qui se passe sur place avec un tout petit peu de retard. Et pour terminer, parce que vous évoquiez tout à l'heure la position de la France,
Là où moi j'ai une petite hésitation, je ne peux pas vous dire de manière certaine que la France soutiendra peut-être un changement de régime, c'est que je me souviens au moment où les États-Unis ont frappé l'arsenal nucléaire iranien, il y a un pays qui a organisé une rencontre en Europe avec le ministre des Affaires étrangères iranien, eh bien c'était la France, et cette rencontre a eu lieu à Genève, et c'était Jean-Noël Barrot qui avait permis au ministre des Affaires étrangères iranien d'avoir une forme de respectabilité en Europe au pire moment pour ce régime. Absolument, vous avez raison. Olivier, Mais rapidement. Internet est bloqué, coupé. Il y a quand même, en moins d'une heure, il y a 4 messages qui ont été postés par Khamenei. Hein, donc, il y a, bien sûr. Pour eux-mêmes, ça marche. C'est pour le peuple que ça ne marche pas. C'est pour le peuple que ça ne marche pas. Et il y a Starlink. Donc, grâce à Elon Musk, il y a des Iraniens qui arrivent encore quelques Iraniens qui arrivent à communiquer. Mais il paraît qu'il y a des agents qui passent dans les rues pour détecter, en fait, s'il y a des Wi-Fi ou des trucs qui fonctionnent. Encore, Internet fonctionne dans des rues et tout. Donc, les Iraniens qui utilisent et qui ont Starlink qui l'utilisent, ils allument leur portable, balancent une vidéo ou une info, ils éteignent tout de suite. Je voudrais juste dire une chose, je suis d'accord avec vous. D'abord, on ne rêve pas d'une intervention extérieure. 2, il est peut-être trop tôt, mais il y a une chose dont on a absolument besoin, c'est d'entendre les États-Unis, d'entendre Israël, d'entendre la France, d'entendre l'Europe dire on est là, on est derrière le peuple. Et de vraiment que c'est un sens, quoi. Parce que ce qu'a dit Trump a fait peur à Khamenei. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas la phrase de Trump, il n'y aurait pas 50 morts et 1000 arrestations. Ça serait une boucherie généralisée, là. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'être venus nous voir. C'est important de parler d'Iran. Et sur CNews, on parle de la situation de l'Iran. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci à l'équipe qui m'a entouré. Déborah Smadja, David Poujol, Céline Génaud, Aurélie Dononin, Isabelle Piboulot pour l'information, Magdalena Derviche pour la programmation. Merci bien sûr aux équipes en régie. Tout de suite, sur Europe 1, l'excellente Stéphanie Demeuru. Et attention, sur CNews, le retour de Philippe de Villiers qui va vous souhaiter une bonne année avec Geoffroy Lejeune et Elliot